Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Un seul titre à la une de cette édition, du sourire pour les enfants des familles pauvres de l'arrondissement de Douala 2e. Et ils sont près de 1000 à avoir bénéficié des dons à eux offerts par le maire Denise Fampou à l'occasion de la 8e édition de l'arbre de Noël organisée en leur faveur. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CAMnews 24. On l'a donc dit en titre, la mairie de Douala 2e n'a pas dérogé à sa tradition en remettant des cadeaux aux enfants issus des familles démunies de cet arrondissement. Denise Fampou, en compagnie du sous-préfet de cet arrondissement, ont procédé à la disposition des jouets et autres gadgets aux enfants. Noël a donc commencé pour ceux-ci qui n'ont pas caché leur reconnaissance pour ces gestes. Le reportage de Jerry Eba et de Josué Ngonga. Près de 1000 enfants bénéficiaires pour la 8e édition de l'arbre de Noël en faveur des démunis dans l'arrondissement de Douala 2e. Ce 19 décembre 2015, l'esplanade du centre multifonctionnel des jeunes de Nouvelle était remplie d'enfants, tous venus recevoir le sourire de la part de l'exécutif communal de cet arrondissement, conduite par Denise Fampou en présence du sous-préfet de Douala 2e. Des prestations musicales multiformes ont agrémenté cette cérémonie. La remise minutieuse et solennelle des cadeaux et autres jouets aux enfants a été aussi très émouvant, et à travers leur sourire, on pouvait comprendre l'émotion et surtout les remerciements à l'endroit de Madame le maire. Merci Madame Fambou, merci beaucoup de nous avoir donné ce cadeau à tous les enfants pauvres. Cette année, en dehors des enfants démunis, se sont ajoutés les enfants du personnel de la mairie. Le concours des structures sociales et traditionnelles a été un facteur de réussite. Les enfants étaient choisis au pif. Nous avons vu des enfants dans la rue que nous avons estimé qu'ils étaient devenus et nous avons demandé que le service social relève leur identité pour les contacter le moment venu. Et je pense que voilà l'unique particularité. Les enfants étaient vraiment au pif. On a sillonné des quartiers, quoi qu'on ait fait recours aux chefs de quartier, mais nous-mêmes nous avons identifié ce qu'on appelle les enfants vraiment abandonnés, qui à eux-mêmes, qui jouent dans la rue, qui n'ont personne, qui les encadre. Ce sont ces enfants qui ont été beaucoup plus ciblés cette année. Noël commence ainsi pour ces enfants issus des quartiers de l'arrondissement de Douala 2e, avec une fierté pour ces jeunes citoyens de demain d'avoir bénéficié de la main tendue de l'autorité municipale. Noël, c'est donc l'événement annuel idéal pour faire plaisir à ses proches et bien évidemment aux tout petits. Les parents parfois saisissent cette opportunité pour manifester une fois de plus leur amour envers leurs protégés. Dès lors, il se pose un problème de choix sur le présent que ces derniers souhaitent offrir à leur progéniture. Je vous propose ce reportage de Lisa Yomsi et de Joseph Kemoy. En cette période de fin d'année 2015, le marché des jouets a pris de l'ampleur dans tous les coins de la capitale économique. Noël, c'est une occasion pour les parents de manifester un attachement aux tout-petits, mais entre amour et cadeau, un choix s'impose sur le type d'objet qu'il faudrait offrir aux enfants. L'accent est dès lors mis sur les joueurs de type éducatif au détriment de ceux qui font l'apologie de la violence. Bien que beaucoup souhaitent de tout cœur faire un geste, le problème financier s'avère un obstacle à leur désir. L'on ne saurait le nier, les enfants attachent du prix aux différents présents à eux offerts en cette période où la communauté chrétienne attend avec impatience la venue de l'enfant Jésus. Et Jésus-Christ, en son temps, le leur rendait bien en disant « Laissez venir à moi les tout-petits ». Il faut donc faire un choix parmi toute cette variété. Et pourrait-on parler de la fête de la Nativité sans parler du sapin? On serait tenté de répondre par la négative si l'on se réfère à l'historique de cet arbre décoratif, devenu un impératif pour les ménages à chaque célébration de la fête de Noël. Reportage. Les premières traces du sapin de Noël datent du XVIIe siècle en Europe et en Alsace, où les maisons étaient décorées des branches de sapin 3 jours avant la veillée de Noël. Son existence n'est authentifiée qu'à partir de 1521 en Alsace et dans la région de Bâle, où il était aussi appelé arbre de Christ. Son usage a débuté à l'époque de la Réforme, surtout chez les protestants, qui ne voulaient pas, comme les catholiques, représenter la nativité par une crèche. Progressivement,
Cette mode s'est répandue dans le monde et s'est perpétuée à travers des générations. À la veille de cette autre célébration de la fête de la Nativité, la vente des sapins constitue l'activité principale de nombreux commerçants de la capitale économique, mais aussi un objet de décoration de choix pour les nombreux ménages. Les temps sont difficiles, on essaie de faire avec ce que nos hommes nous donnent un peu, mais on ne peut pas s'en empêcher, quand même que l'enfant voit la décoration. On importe le prix, on n'a pas le choix et on savait. D'abord connu sous sa forme naturelle, ce dernier se voit de plus en plus être remplacé sur le marché par les sapins artificiels plus affectionnés dans les familles pour leur durabilité. Bien que les prix ne soient pas à la portée de toutes les bourses, se procurer un sapin à chaque fête de Noël est un impératif majeur pour de nombreux ménages. L'occasion pour vous de vous procurer un sapin si vous ne l'avez pas encore fait. Parlons de toute autre chose à présent, détournement à la CRTV pour dire que poursuivi pour un détournement présumé de plus de 33 milliards de francs CFA, le professeur Gervais Mendozi, ex-directeur général de la Cameroun Radio-Télévision et ses co-accusés, était de nouveau présent cette semaine au tribunal criminel spécial pour répondre des faits qui leur sont reprochés. La cause a été renvoyée au 14 janvier 2016 pour audition des témoins de l'accusation. Le compte rendu d'audience, Salomon Fouiche et le récit de Donald Anouzoua. L'ancien directeur général de la CRTV, le professeur Gervais Mendozi, placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé depuis le 12 novembre 2014, est apparu devant le prétoire du tribunal criminel spécial ce jeudi 17 décembre 2015. À l'exception de Samuel Marcel Andan, Méloné, Né Enam Patricia et Elisabeth Mongori, tous les trois en fuite, excepté également Évariste Togombezele, l'ancien trésorier PR général de Yaoundé, et Alima Priso décédé. Les autres accusés étaient tous présents à la barre. Ils sont poursuivis pour un présumé détournement de deniers publics évalué à quelques 33 milliards de francs CFA au préjudice de la CRTV. C'est du moins ce que révèle le volet 1 de ce volumineux dossier de procédure tel qu'énoncé sur le babillard du TCS. Le fait majeur de l'audience de ce jeudi, consacré à la communication des listes des témoins des parties, aura été l'absence de l'un des principaux accusés. Il s'agit de Polycarpe Abba, malade de l'avis de ses conseils. La cause a été renvoyée au 14 janvier 2016 pour démarrage des auditions des témoins de l'accusation. Quelques minutes plus tard, le décor va changer avec l'arrivée dans la même salle d'une autre collégialité pour connaître l'affaire qui oppose le ministère public et l'État du Cameroun à Jean-Marie Atanga Namebara et Feu Jérôme Mendouga relativement à l'achat avorté de l'avion présidentiel. L'unique accusé encore en vie, Jean-Marie Atanga Namebara, est lui aussi absent à l'audience pour des raisons de santé. La cause a été renvoyée au 14 février 2016. La troisième et dernière audience programmée pour ce jeudi au tribunal criminel spécial aura été l'affaire opposant le ministère public, l'État du Cameroun et la liquidation de la caméra Yves-Michel Fotso. L'accusé a également brillé par son absence à l'audience du jour. De l'avis de son avocat, Fotso Yves-Michel éprouverait quelques soucis de santé et serait interné à l'hôpital général de Yaoundé. Comme pour les autres cas, la cause a été renvoyée au 20 janvier 2016. Tournée du ministre des Postes et Télécommunications, performance et services après-vente prescrits à la Direction générale de Camtel. Telles sont les recommandations de Minette Libomli Likeng, la ministre des Postes et Télécommunications, au top management de la Cameroun Telecommunication au terme de la toute première visite de prise de contact effectuée à la Direction générale et dans les services techniques de l'entreprise de télécommunications. Tonal Anouzoua. Des télécommunications spatiales ou par satellite de Zamingwe, l'une des étapes de la visite de travail entamée par les entreprises sous tutelle du ministère des Postes et Télécommunications, Minette Libom Likeng a pris le pouls du fonctionnement de cette plateforme de télécommunications au Cameroun. Cette mastodonte de plusieurs décennies enregistre et contrôle toutes les communications émises au Cameroun par le biais des opérateurs de téléphonie mobile. L'infrastructure, autrefois alimentée par des grosses cuvettes servant de satellite, s'est aujourd'hui connectée à la fibre optique, l'un des derniers outils de la technologie numérique.
Au sortir de sa visite au centre des télécommunications spatiales de Zamingwe, la mine Postel a rappelé au top management le rôle qu'il doit jouer pour impulser le développement du secteur des télécoms et partant contribuer à la croissance du pays. Le chef de l'État attend que le secteur des télécommunications puisse véritablement jouer son rôle, celui d'impulser la croissance. Parce qu'il y a d'autres pays qui, eux, sans pétrole, sans or, sans arbres, se sont développés, ont atteint un taux de croissance à 2 chiffres avec les télécommunications. C'est autour du diptyque mutualisation des efforts et collaboration entre l'administration et la hiérarchie que les nombreux défis qui s'annoncent, avec notamment la couverture des grandes compétitions sportives l'année prochaine, le déploiement de 11 000 km de linéaire de la fibre optique dans les prochaines semaines, seront atteints. Le ministre des Enseignements secondaires, quant à lui, était en visite cette semaine à Douala. Jean-Ernest Ngale Bibehe Massina est venu apprécier le nouveau bâtiment qui va abriter, qui servira dans des cadres au service de la délégation régionale des enseignements secondaires pour le littoral. Un bâtiment dont le coût total est évalué à 1 milliard de francs CFA. Reportage. C'est un bâtiment encore en construction qui a reçu la visite du ministre des Enseignements secondaires ce 17 décembre 2015 à Douala. Lancé en 2006, le chantier tarde encore à être achevé. Qui démarre en 2006, rendu en 2011. C'est 6 lots, 6 phases qui sont exécutées. Mais en 2011, les travaux seront arrêtés suite à un problème de financement. Ils reprendront par la suite jusqu'en 2014. 2014, un arrêt des travaux suite à une défaillance de l'entreprise chargée de l'exécuter, les travaux. Et l'entreprise ayant effectué les 6 premières phases, réalisé les 6 premières phases, reviendra pour parachever ces travaux. Bâti sur une superficie de 2593 mètres carrés, le bâtiment R+4 servira de cadre au service de la délégation régionale des enseignements secondaires pour le littoral. Je pense que le programme gouvernemental qui a été mis en place permettra de réduire les difficultés que l'ancien bâtiment couvrait déjà et surtout de diminuer tout ce qui est promiscuité. Je pense que le premier bâtiment, si on veut être honnête, avait un certain nombre de problèmes déjà dans celui de la promiscuité. Entièrement financé par le fonds du budget d'investissement public 2014, le coût du nouveau bâtiment est évalué à 1 milliard de francs CFA. En parcourant les locaux de cet édifice, Jean-Ernest Ngale Bibehe s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux et garde l'espoir que le chantier sera livré dans les délais, c'est-à-dire d'ici fin 2015, début 2016. Extrême Nord, le gouvernement camerounais et les Nations Unies s'engagent à relever les défis sécuritaires et humanitaires des réfugiés nigérians du camp de Minawao. Une délégation composée de 8 ambassadeurs est allée dans ce camp évaluer les besoins humanitaires de ces victimes des atrocités de la nébuleuse Boko Haram. La délégation était conduite par le ministre camerounais de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Le reportage de Célestin Tabouli. Du fait de la situation sécuritaire tendue qui règne à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, notamment les incursions incessantes des terroristes de l'État islamique, la région de l'extrême nord connaît un afflux de réfugiés nigérians. Plus de 52 000 enregistrés à ce jour sont installés dans le camp de fortune de Minawao. Une situation qui suscite sans doute des défis sécuritaires et humanitaires. Mais le gouvernement camerounais et les Nations Unies entendent accorder leur violon pour relever ces défis. Le ministre camerounais de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, vient de conduire une importante délégation d'ambassadeurs au camp des réfugiés de Minawao. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de la Russie, de la France, de Chine, de l'Italie, de la République fédérale d'Allemagne ainsi que la représentante résidente des Nations Unies au Cameroun. Le but de cette visite du camp est de mobiliser tous les pays donateurs pour qu'ils apprécient sur le terrain l'évolution de la situation et de les mettre en contact direct avec les réfugiés pour qu'ils puissent eux-mêmes toucher du doigt les réalités afin d'évaluer leurs besoins. De mobiliser
donateurs et leurs ambassadeurs et hauts commissaires pour d'un côté leur montrer justement l'évolution de la situation et l'appui, et qu'ils voient aussi quels étaient les résultats de l'appui qu'ils ont apporté. C'était également très important pour eux de montrer la solidarité au peuple camerounais. Il ressort au terme de cette visite que les besoins humanitaires sont de plus en plus importants du fait de l'afflux des réfugiés, soit 800 réfugiés supplémentaires et 50 naissances par semaine. Pour relever tous ces défis, les diplomates s'engagent à apporter davantage leur appui tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Je dois dire que la visite c'était très importante et très intéressante et notre soutien soit aux autorités locales, soit aux déplacés, soit aux réfugiés. Et je pense que ces gestes, ces signaux, c'était très très important. Nous, les États-Unis, le gouvernement des États-Unis, nous sommes ici pour donner du soutien aux Nations Unies et le gouvernement du Cameroun, soutien humanitaire. De l'autre côté, nous sommes ici aussi comme partenaires avec le Cameroun dans la guerre contre Boko Haram. On vient juste augmenter notre contribution à la situation de crise humanitaire au Cameroun par 1 million d'euros. Le ministre Mounouna Futsu, qui a conduit la délégation à Minawa, a au nom du gouvernement camerounais salué toutes les actions menées jusqu'ici par les Nations Unies et les pays donateurs. Il a demandé à ces derniers à faire davantage pour une meilleure condition de vie de ces victimes de Boko Haram. Du sport en bref dans ce journal pour dire qu'une délégation composée des fonctionnaires du ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun et de l'un des vice-présidents de la Fédération camerounaise de football, David Maïbi, quitte donc le pays ce jour à destination de la France pour le but de cette mission, selon nos sources, est d'aller auditionner les entraîneurs retenus dans la short list au soir de l'appel à candidature. Rappelons que 5 techniciens ont été retenus, dont les Français Claude Marie-Leroy, Hervé Renard et Didier Six, le Serbe Miroslav Rajevac et le Camerounais François Omambik qui réside en France depuis plusieurs années. Au terme des auditions, la Fédération camerounaise de football va donc rendre public le nom du futur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun ainsi que son adjoint. C'est donc avec cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à toutes.